Yo, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour de la Gamers Assembly, où j'ai pas fait de grosses perfs, mais étant donné que l'extension arrive bientôt, je me suis dit il est quand même temps de faire une vidéo, au moins où je résume toutes les nouvelles cartes qui vont arriver, essayer d'identifier quelle méta on risque d'avoir. Donc je vais faire le plus synthétique possible, histoire qu'on ait vraiment toutes les classes et que vous soyez au point avant l'arrivée de la nouvelle extension. On commence donc avec la classe druide, avec les nouvelles cartes. Donc on commence avec le Free Spirit, cri de guerre, râle d'agonie, votre héros power gagne plus 1, d'armure en plus cette partie. Donc vous allez faire hero power, vous allez gagner 2 d'armure au lieu de 1. Et ça va se cumuler si vous en jouez 2 par exemple. Quand la 1-2 va mourir, ça va faire plus 2 d'armure à chaque fois que vous faites l'hero power, donc ça peut très vite monter. L'archétype druide qui va plutôt s'orienter vers un archétype hero power. Le Peaceful Peeper, choix des armes, pioche une bête ou en découvre une. Ça va vraiment booster l'archétype aggro. Et également, vous voyez qu'il y a beaucoup de bêtes qui interagissent avec l'hero power. Donc on peut peut-être imaginer un deck aggro hero power. Ce serait une très bonne synergie. Pourquoi? Parce que vous voyez juste la classe chasseur. Hero Power de chasseur, elle va être là pour... Enfin, il va être là pour finir les adversaires très souvent. Alors que, voilà, l'Hero Power n'a pas vraiment d'interaction avec le board. Et là, on va avoir un Hero Power qui, en plus de nous faire de l'armure, en mirror de deck aggro, va nous permettre d'avoir beaucoup de dégâts. Parce qu'on a le Grovicate qui, cri de guerre et râle d'agonie. Votre Hero Power vous donne 1 d'attaque en plus. Donc vous pouvez clairement monter un Hero Power assez gros. Et ça veut dire que, imaginons que vous ayez, je sais pas, un hero power à 4 de dégâts, 5 de dégâts, 5 de dégâts, ça veut dire que même si vous perdez le board, vous jouez un deck aggro, vous perdez le board, et vous allez pouvoir tuer l'adversaire avec quelques coups, donc ça va être un espèce de finisher, mais en même temps, voilà, les cartes qu'on joue pour justement cette hero power ne sont pas si horribles. Donc c'est le bon point. Harmonic Mode, le sort à 2. Vous donne à votre héros plus 2 d'attaque ce tour, gagne 4 d'armure, et échange chaque tour. Ça veut dire que le tour suivant, ça va être 4 d'attaque et 2 d'armure. C'est un removal à 2 de mana, qui est vraiment pas mal si la méta est aggro. C'est une bonne carte à avoir en druide. Rhythm and Rooms, un sort légendaire de druide. Choisis un secrètement. Invoque 3 5-5 anciens tréants dans 2 tours, ou 8 des géants 8-8 dans 4 tours, donc ça en invoque aussi 3. Vous le jouez sur tour 4. Imaginons que vous ayez la pièce, vous ayez Innerve, vous faites pièce, Innerve, ce sort. C'est donc un sort à 4. Et si vous avez pièce Innerve, ça veut dire qu'au tour 4, vous aurez 15-15 de stats. Ce que je trouve absolument absurde, concrètement. Donc, une carte vraiment très forte. Carte nature. Il n'y a pas de synergie avec nature, je crois, à cette extension. Mais au final, le choix des armes fait que vous allez avoir quelque chose qui va marcher avec la 3-4. Je crois qu'elle reste en standard. La 3-4 pour 3 qui va jouer l'autre choix des armes. Donc l'innerve, enfin le play parfait, ça serait pièce innerve, ce sera 4. Et derrière, vous faites la 3-4 qui va répéter justement l'autre choix des armes. Et vous pouvez vraiment avoir un board absurde grâce à cette carte. Donc cette carte à elle toute seule peut faire une agression absurde. On enchaîne avec Split the World. Pioche 2 cartes, coûte 1 de moins pour chaque attaque votre héros a. Donc imaginons que vous ayez facilement augmenté l'attaque de votre hero power. Et vous pouvez hero power et jouer cette carte pour 0 de mana, très souvent. Donc une carte pour 0 de mana qui pioche 2 cartes, ça va être très fort, que ce soit en aggro ou juste en archétype de druid hero power, même un peu plus lent. Donc très bonne carte. Timber Taborine, une arme à 4 de mana. Râle d'agonie, invoque un ancien 5-5. Jouer une carte qui coûte 5 ou plus tant que cette arme est équipée pour l'améliorer. Donc la curve classique, ça va être quoi? Vous faites tour 4, 7, 2, 3. Tour 5, vous allez faire Nourish. Et ensuite tour 6, vous jouez n'importe quelle autre arme. Enfin, n'importe quel autre sort qui coûte 5 ou plus. Et du coup, vous allez facilement avoir un board avec des 5-5 anciens. Et c'est vraiment des cartes en termes de power level pour mettre du board assez élevé, je trouve.
Donc j'aime beaucoup cette arme aussi. Summer Flow Shield. Cri de guerre, pioche 2 cartes qui coûte 6 ou plus. Final, il coûte 1. Donc final c'est quoi? C'est... il coûte 1 de moins, parce que s'il coûtait 1 ça serait abusé. Final c'est quoi? C'est vous jouez cette carte avec plus que 5 de mana restant, donc le mana inscrit sur la carte. C'est comme ça qu'on active le final. Est-ce que c'est une carte intéressante à jouer sur tour 5? Ça va dépendre de si vraiment on a des cartes clés à piocher qui coûtent plus de 6. Je pense notamment, là, on a 2 nouvelles cartes à 7 de mana juste en bas. On va voir si le fait de jouer ces 2 cartes, ça va être quelque chose de très bien ou pas. Mais cette 4-5 va quand même être cool. Ça rejoint un peu la carte de Paladin à 6 de mana qui vous permet de jouer un tour plus tôt la 7-7 légendaire dans le Paladin pur, qui vous donne 3 sorts à 2 de mana pour avoir des légendaires. Ça rejoint un peu l'idée de cheating mana. Maintenant, on va analyser les 2 autres cartes pour voir si vraiment cette carte peut être bien. Drum Circle invoque 5 de 2 tréants ou donne à vos serviteurs plus 2, plus 4 et taunt. C'est un choix des armes, ce qui veut dire que, encore une fois, avec la 3-4, vous allez pouvoir répéter l'autre. C'est-à-dire invoquer les 2-2 ou bien donner plus 2 plus 4. Souvent ce qu'on va faire c'est invoquer les 2-2 et ensuite le tour suivant vous avez la 3-4, vous faites un board et plus 2 plus 4, ce qui veut dire que ça reste très fort. Pour être fixé, on va voir la liste de toutes les cartes qui rotate Android, justement pour savoir si la 3-4 en question reste en standard, c'est quand même bien de savoir. Les cartes qui ont été jouées c'était Guff, le buff à 4 de mana, donc c'est une carte qui va partir pour le deck aggro. Le sort à 2 qui invoque des 1-2 qui mettait pas mal de board était pas mal mais va partir. La 2-2, 2-3 qui était jouée en druide aggro va également partir. Anaconda et Alignement font leur départ également. Maintenant pour l'extension de Stormwind, on a la Druid of the Reef qui était une très bonne carte et flexible, polyvalente, qui va partir. La quête donc part évidemment. Jerry qui permettait de piocher une carte et la dupliquer part. Moonlight Guidance c'était une très bonne carte en termes de value, va partir. Saut de sol qui permettait d'avoir à la fois la pression et le buff part également. Composting part. La 2-1, perroquet part, enfin pas le perroquet mais écureuil. Oracle, la 2-4 qui était très forte en aggro part également. Et enfin la Park of Panther part dans le carte note. Et au final on a bien fait de vérifier parce que la 3-4 en question va partir. Donc vous n'aurez pas d'absurdité à faire grâce à cette 3-4. L'Adept, le Capture Cold Might sont 2 cartes qui partent, qui étaient pas mal jouées également. Le sort à cette Scalephonic Chat part et évidemment Guff n'allait pas rester dans cette méta. On va finir avec la dernière carte légendaire, Zok Fogsnot. Cri de guerre, invoque 2-1-1 killboard avec taunt, s'améliore pour chaque attaque et armure gagnée ce tour. Donc généralement ce que vous allez vouloir faire c'est quoi? C'est Hero Power et jouer cette carte. Malheureusement, il n'y a pas de carte qui vous permet d'avoir l'Hero Power pas cher. Imaginons qu'on fasse la curve de cette 4-5, puis ensuite vous jouez Zog sur tour 6. Mais imaginons que vous ayez un Hero Power à 5, c'est-à-dire 5 d'attaque, 5 d'armure. Ça veut dire que vous allez invoquer 2 kitboards avec taunt 10-10. Même 11-11 en comptant les 1-1 initiales. Donc en termes de power level, cette carte reste assez forte, c'est-à-dire même si vous la jouez au tour 9, si vous avez un Hero Power vraiment amélioré, cette carte va vraiment améliorer l'archétype Hero Power. On va enchaîner avec la classe chasseur en regardant quelles cartes vont rotate et donc, quelles cartes partent. On a des cartes un peu emblématiques comme le Wound Prey, la 2-3 qui était une 3-4 parce qu'elle a été nerf, qui était très forte en Hunter aggro. Tavish A3 n'a jamais vraiment été joué. La Warsong Wrangler qui permettait de faire des rhinos assez abusés part du standard. Barak et également une carte emblématique ainsi que Piercing Shot en Hunter Quest. En Stormwind on a la Quest qui part, on a l'arme à 1 qui n'a pas été beaucoup jouée jusqu'à récemment. Ou récemment elle est revenue dans certains decks pour piocher, donc c'était une carte très flexible. Le Doggy Biscuit qui s'en va, Aim Shot qui permettait beaucoup de burst, Ramming Moons qui permettait pas mal de value trade.
de Rat King, qui est également une carte qui part. On a l'arme à 2 qui était pas mal jouée en Hunter avec le T4 qui permettait de faire un OTK, donc qui était initialement T2 et qui a été nerfé ensuite, je crois à 4 de mana maintenant. La Dragon's Bane Shot, pareil, en Hunter Quest, vraiment très forte. Les bunkers qui permettaient de piocher des secrets, donc pour 2 de mana vous piochez 3 secrets, ce qui était vraiment cool, en plus ça coûtait 1 de mana. C'était joué en quest. Ice Trap qui part, c'était un secret vraiment très chiant pour l'adversaire. Surtout, je pense notamment à Mage Big Spell ou des classes comme ça qui ne peuvent pas jouer autour, tout simplement. Et enfin, le héros de Tavish, la 5-6 pour 7, Taunt, Ral d'Agonie Invoque 2 de 4, qui vont partir. Pet Collector qui permettait de récupérer la 3-4, la 4-3 pardon, du deck, et qui permettait de faire un archétype bet big. Donc voilà, toutes les cartes qui vont partir. Et évidemment, c'est le départ de la quest également, comme toutes les classes. Intéressons-nous maintenant au Festival des légendes. Bunch of Banana. Il donne un serviteur +1/+1 et il vous restera 3 bananes ensuite. Donc je crois que ça fait 4 bananes au total, logiquement. C'est une carte vraiment flexible et ça va vous permettre d'optimiser un peu vos buffs. Donc j'aime beaucoup l'aspect des cartes qui peuvent se répéter. On a une autre carte qui peut se répéter, c'est Barrels of Monkeys. Invoque une 1/4 Monkey avec Taunt et il vous restera derrière 3 singes, donc 3 Monkeys. Ça coûte 2 de mana, justement, on a des cartes qui partent, du coup c'est bien d'avoir la possibilité de mettre du board grâce à ce genre de cartes, d'avoir un peu du board à l'infini. Après que vous lancez un spell, infligez un point de dégâts à l'adversaire avec le moins de vie, c'est une 2-3 pour 2, c'est un naga. Justement, c'est de la bonne synergie, c'est avec Bunch of Bananas. Imaginons que vous affrontez un mirror d'aggro, c'est très bien d'avoir beaucoup de... Enfin, des moyens de reprendre le board, de gérer le board adverse en mirror. Là, un 3 pour 1. La prochaine bête que vous jouez coûte... enfin, A +1/+1 en stade, donc c'est un kill board, un 3 pour 1. Et c'est pas vous jouez, vous invoquez. Ça veut dire que si vous faites la curve 1-3 into Barrel of Monkeys, vous invoquez donc une 2-5. Ça fait 1-3 sur 1, 2-5 sur 2. Donc, vraiment une très bonne carte, un très bon T1, et on en avait besoin pour chasseur, pour vraiment qu'il devienne explosif. Harmonica Soloist, un T3. 4-2 pour 3, cri de guerre, si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, découvre et lance un secret. Donc en termes de stats, une 4-2 qui lance un secret, et en plus de ça c'est flexible, vous allez découvrir un secret. C'est plutôt ok. Après, si vous jouez un Hunter aggro, j'ai tendance à dire que vous allez jouer... vous allez avoir constamment du board, donc a priori cette carte ne devrait pas être jouée en aggro. Arme à 4 de mana, c'est le Jungle Jammer, Ral d'Agonie. Invoque un T1, une bête qui coûte 1 aléatoire. Lance un spell pour améliorer cette carte. Donc pour améliorer le montant du serviteur que vous allez invoquer. J'imagine que c'est tant que cette carte est équipée, donc oui c'est ça. Tant que cette arme est équipée, vous pouvez lancer des sorts, donc vous allez souvent jouer Bunch of Bananas. Ça va l'améliorer. Vous jouez les 3, ça va faire du coup 4. Un T4, vous jouez les Barrel of Monkeys, vous allez monter à 7, voire 8. En fait, il faut compter les left. Donc, non, c'est 4 cartes à elle toute seule. Pareil pour le Barrel of Monkeys. Et en plus de ça, c'est une arme qui inflige 4 de dégâts, 2 de stack, de durabilité. Ce qui veut dire que c'est 8 de dégâts, sans compter l'effet de invoque quelque chose. Donc, arme sur 4, vous faites des bananes sur 5, et même si vous avez invoqué qu'un T4, ça reste très ok, vu le burst que vous faites. Big Dreams. Invoque le High Cost Bet, donc la bête la plus chère de votre main. Elle devient dormante pour 2 tours. Donc pour ça, on va regarder les cartes chères qu'on a, les bêtes qui coûtent cher. Et on va voir qu'on a le Banjosaur, qui est un T10. Donc, en plus de ça, elle a Rush. Quand cette carte attaque, pioche une bête et gagne ses stats. Si vous jouez un archétype Big Bet,
Bah, du coup, vous allez faire Big Dream sur 5. Tour 7, 7, 5, 6 se réveille et pourra attaquer. Si vous piochez le Mukla, bah, du coup, ça deviendra une 15-16, ce qui est vraiment ok en termes de stats. Et voilà, je pourrais pas vous dire si l'archétype Big Bet sera viable, mais en tout cas, on a des ressources pour ça. Maintenant, on va finir avec... on n'a pas analysé le Mister Mukla. Donc c'est Rush, cri de guerre, remplit votre adversaire, la main de votre adversaire de bananes. Imaginons que votre adversaire joue un deck, bah, justement, qui ne joue pas de serviteur, bah, les bananes vont carrément être chiantes pour lui. Donc, ça a le côté meule, pardon, ça veut dire que vous allez vraiment faire overdraw une carte à l'adversaire, ce qui peut vraiment être cool. Et en plus de ça, ça peut être juste des cartes mortes à se débarrasser dans la main adverse. On va finir enfin avec un sort légendaire à 10 de mana. Réinvoque tous les bêtes alliés qui coûtent 5 ou plus. Est-ce qu'on a un moyen de la jouer pour pas cher? Je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait un peu Big Beast Hunter avec un gros finisher qui est donc ce sort à 10. Nous allons enchaîner avec la classe Mage. Donc les cartes qui partent, on a Fleury à 0 de mana, qui est une carte emblématique de Mage avec le package Freeze, les sorts de Frost, pardon, avec cette 2-3 qui part, qui pioche un spell. Si c'est un Frost spell, invoque 2-1-1. En termes de tempo, dans Mage aggro, c'était vraiment une carte incroyable. Même en Mage ping, juste pour le côté draw de cette carte. Et en plus de ça, l'effet passif qui était vraiment très... Le Wildfire qui augmente votre ping va également partir. Une orbe qui est une carte qui part, qui était pas mal en termes de value. Le package ping, donc avec Mordredge et Reckless Aplantis part également. Vardon part. Refreshing Springmatter part. La quest de mage va partir également. Ignite part. Évoqueur qui vous permettait de piocher de gros sorts et gagner beaucoup d'armure part également. Fire Sail qui était une bonne AOE va partir. Le Parrot, le perroquet qui vous permettait de répéter une box par exemple, va partir. Et enfin, des cartes à gros power level vont partir, comme le Magister. Le Magister, le héros, à 7 de mana. La sorceresse, qui permettait de réduire le coût d'une carte chère, souvent. Je pense notamment à spell à 6, va partir. La 2-3, qui permettait de freeze le héros adverse. Je pense notamment contre Borpris, cette carte était très cancer, et pas que, contre les decks aggro, contre... voleur arme, ça part également. Balinda qui va partir également. La box qui part. Mass Polymorph. Et enfin la molette. Les 10 nouvelles cartes de mage. Le sort à 1 Synthesize plutôt. Ajoute une carte à 1, 2 et 3 de mana, donc des LM, à votre main. On va voir donc la synergie LM avec les autres cartes. Cosmic Keyboard à 2 de mana, une arme 0-3. Après que vous jouez un spell, invoque un LM de stat équivalent à son coût. Donc si vous allez jouer un sort à 4 de mana, 5 de mana, vous allez invoquer une 4-4, 5-5, etc. Et le fait qu'elle ait 3 de stack, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que la carte n'est pas mauvaise du tout. Un sort légendaire à 2 de mana. Découvre un spell. Final, retourne cette carte à votre main à la fin de votre tour. Vous allez pouvoir faire de la value infinie si vous gardez exprès 2 de mana à la fin de votre tour pour ensuite jouer cette carte. Ce qui la rend vraiment très bonne, c'est-à-dire dans des archétypes, enfin dans des mirrors plutôt, où justement vous avez un deck qui s'épuise beaucoup en value. Le fait d'avoir cette carte, ça rend en fait le deck impossible à s'épuiser en value. Enfin, la classe mage. Très bonne carte. Rewind, une carte à 2 de mana, découvre une copie d'un autre spell que vous avez joué cette partie. En termes de value, ça peut être pas mal, donc j'aime bien. L'Audio Splitter, Defrattle, copie la carte, le spell coûtant le plus cher dans votre main. Donc, à voir si vraiment vous voulez copier des spells chers. Il faut ajouter que c'est un mecha, donc on a peut-être quelques cartes de mecha, voire toutes les cartes de mecha qui vont rester en standard. Donc, carte. En plus de ça, on a Ziliax qui est revenu en standard et les packages des cartes avec justement magnétisme. Après qu'un serviteur prend des dégâts, enfin exactement un dégât, le détruit.
le Holo Technician. C'est une 3-4 pour 3, donc ça veut dire que vous pouvez ping n'importe quelle carte avec cette carte sur le board, vous la tuez. C'est un body, ok, ce qui veut dire que très souvent vous allez jouer cette carte sur 3, et sur 4, vous avez donc cette carte encore en vie. De là à la jouer, je suis pas sûr, à moins vraiment d'avoir pas mal de cartes qui infligent 1 point de dégâts. Peut-être le sort à 1 qui inflige 1 point de dégâts à 3 créatures, justement à une carte, à un serviteur spécifiquement et aux cartes adjacentes. Si cette carte est encore en standard, et je crois qu'elle y est encore, cette carte devient tout de suite très ok. Du moins, vous pouvez gérer un gros board. Light Show, 3 de mana, un shot 2 beams aux ennemis qui infligent 2 points de dégâts. Donc vous allez infliger 2 points de dégâts aléatoirement. Je pense que c'est aléatoirement. Après, l'effet spécifiquement ne dit pas si c'est aléatoire ou pas. Mais j'aurais tendance à dire que c'est aléatoire. Si c'est pas le cas, ça veut dire que cette carte est encore plus forte. Donc pour chaque Light Show que vous avez joué pendant cette partie, vous allez infliger 2 de plus. Si vous avez des spell damage, ça va tout de suite monter très vite en termes de dégâts. Et pareil, du coup, avec l'Infinitize qui vous permettrait de découvrir à l'infini des Light Show, ça peut vite dégénérer en termes de burst que vous pouvez avoir. Donc en late game, on peut vraiment se retrouver avec beaucoup de burst. Et donc j'aime beaucoup ce côté burst qui s'amplifie au fil de la partie. Keyboard Soloist, cri de guerre si vous contrôlez pas d'autres serviteurs. Invoque 2, 1-2, Amps, avec spell damage plus 1, donc c'est une 2-4 qui invoque des 1-2, qui ont spell damage. On va avoir beaucoup de burst, n'importe quoi, avec lequel spell damage c'est bien. Dans tous les cas, avec mage, spell damage ce sera toujours bien. Et à la fin, par exemple, si les Light Show atteignent, je sais pas, vous lancez 10 shots, on sait jamais, si la gamme a vraiment duré, du coup, vous allez infliger 4 x 10 grâce au spell damage. Donc c'est voilà, un exemple de synergie qu'on peut avoir. Volume Up. Pioche 3 cartes, finale, découvre une copie d'une. Non, c'est pioche 3 spells, pardon. Et ensuite, vous découvrez la copie d'un spell. Est-ce que ça découvre la copie d'un spell de votre deck ou parmi ceux que vous avez pioché? C'est une bonne question. Je pourrais pas vous dire. DJ Mana Storm. Cri de guerre. Met le coût de spell à votre main à 0. Après que vous en lancez un, le prochain coûte 1 de plus. Ça va être pertinent dans quel cas? Si vraiment on veut faire un OTK, justement, ensuite on fait les spell damage et on fait plein de light show. Pourquoi pas? Mais j'ai du mal à voir cette carte jouer, vraiment. Peut-être que je me trompe, mais ouais, pas si ouf. On va enchaîner avec la classe paladin et on va regarder quelles cartes partent. On a Conviction qui était joué en deck aggro, qui part donc, qui vous permettait d'avoir vraiment beaucoup de dégâts pour 1 de mana seulement. Ça montait jusqu'à 9 si vous atteignez le tour 10. Chevalier à 1 de mana qui part, qui vous piochez un sort sacré, le package secret avec l'arme et la 3-4 qui partent, et Cariel à 4 qui partent. Voici dans les cartes. On a le secret qui n'a pas été trop joué, qui part, Bannerman qui était une très bonne carte, ainsi que la City Tax qui permettait de faire égalité City Tax et vous soignez de pas mal. Et le sort à 3 qui était un petit peu joué au début en paladin un peu contrôle. Paladin contrôle pour buffer Mr. Smite. Battle Vicar, sort à 2 qui vous permettait de faire beaucoup de value, qui va partir également. C'était joué dans les archétypes, à savoir aggro et pas que, même les decks contrôle. La 3 qui vous permettait d'avoir un spell qui coûte 3 ou moins, et donc vous aviez une carte à assurément buffer, tout simplement. On note aussi le départ de Cariel, le héros qui a été nerfé une fois et qui va juste partir pour de bon. Donc la liste des 10 nouvelles cartes, on commence avec l'arme à 2 de mana. Ral d'Agonie donne un serviteur allié +1/+1, joue un serviteur tant que cette arme est équipée pour améliorer. Imaginons que vous pouvez vraiment jouer beaucoup de cartes, telles que les recrues de la main d'argent, des cartes à 1 de mana. Du coup, pour chaque carte que vous allez jouer, ça va vite dégénérer cette arme à 2. Donc c'est une carte que vous allez souvent jouer sur 2 si possible, et ensuite derrière vous allez enchaîner. Et il suffit même que vous ayez un serviteur avec bouclier divin, ça peut suffire à juste vouloir le buffer, tout simplement. En plus de ça, c'est une arme 2-2 pour 2. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des trades en mirror d'aggro, ce qui reste du coup pas mal, hein, c'est très flexible.
J'aime beaucoup la carte. Spotlight sort à 2 de mana, échangeable, convertit un serviteur avec enfin un Friendly Divine Shield en un LM 5/5. Donc c'est pas indiqué serviteur, mais bon, je pense pas que tu peux convertir ton héros en bouclier divin. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, tu peux avoir, imaginons, un 1-1 bouclier divin que tu joues sur tour 1. Derrière, si elle est encore en vie, tu as une 5/5 élémentale. C'est une carte échangeable, donc c'est ce qui rend la carte vraiment flexible. C'est pas une carte morte, tu peux juste l'échanger. Donc j'aime bien. Bogey Down invoque 2-1 serviteur à 1 mana depuis votre deck. Final leur donne Taunt. À voir si vraiment on a envie de filtrer tout le deck. Ça marche pas avec l'arme 2, c'est-à-dire que il faut bien jouer des serviteurs et pas invoquer des serviteurs pour améliorer cette arme 2. Donc, pas sûr que cette carte soit très jouable, peut-être que je me trompe. Funk Fin, bouclier divin. Vos autres serviteurs avec bouclier divin ont plus 2 d'attaque. De 2 pour 3, bouclier divin. C'est ok, le fait qu'il ait bouclier divin, ça la rend dur à tuer, difficile à tuer. Et vu qu'on a beaucoup de serviteurs avec bouclier divin, c'est une carte ok en soi. Starlight Grove, donc la carte légendaire, le sort légendaire de Paladin, donne à votre héros bouclier divin. Pour le reste de la partie, pioche un sort sacré, le rafraîchit. Ok, c'est-à-dire que voilà, votre héros peut avoir bouclier divin. Si vous jouez contre un adversaire qui a que des gros tons, bah, ça va être chiant pour lui. Il suffit que vous jouiez un sort pour que vous ayez à nouveau le bouclier divin. Carte ok, je sais pas quoi en penser, mais je pense que c'est pas horrible. C'est-à-dire la quantité de PV que tu dois gagner fait que ça doit être cancer même pour les decks aggro. Jitterbug, bouclier divin. Après que un serviteur ou un personnage allié carrément perd bouclier divin, pioche une carte. Ça va être une des cartes vraiment core dans l'archétype bouclier divin de Paladin. Donc Blizzard veut vraiment faire en sorte que Paladin égale bouclier divin. Là on le voit vraiment avec l'archétype bouclier divin. Invoque un T5, sort à 5, et invoque, enfin découvre un serviteur à 5 et l'invoque. L'invoque avec +1/+1 et s'échange chaque tour. Ça veut dire que ensuite vous allez découvrir un T1 et vous allez l'invoquer avec +5/+5. Kangor sort à 4, enfin 3/3 pour 5, c'est un serviteur. Lifesteal, Râle d'agonie, échange cette carte avec un serviteur de votre main et lui donne Lifesteal. Non, c'est pas échange cette carte, c'est... Si, je crois que c'est échange cette carte avec un serviteur de votre main. Je pense pas que... Du coup, ça fait une carte un peu à value infini. Pourquoi pas, en vrai. Si tu peux donner lifesteal à un serviteur qui a bouclier divin, en plus de ça, ça peut vraiment être cool. Donc, très bonne carte. Lead Dancer, T6. Râle d'agonie invoque un serviteur de votre deck avec moins d'attaque que celui-ci. Vu que cette carte va parfois être buffée, ça veut dire que vous allez invoquer parfois un gros ton. Et même si vous invoquez un T3, un T5, comme cette 3/3 pour 5, ça reste ok. Et vous avez la Noyotron, qui est une bonne carte à invoquer en fait. Tout simplement. Parce qu'elle a 3 d'attaque, et c'est un T9. Donc vous pouvez invoquer un T9 grâce à cette 4/2 pour 6. À voir si vraiment ça va être intéressant, mais faut voir. Cette carte a du potentiel. Et enfin, l'Anoï aux troupes. Provocation, bouclier divin, Râle d'agonie invoque 3/1/2 mec avec provocation et bouclier divin. Autant vous dire que si vous affrontez un deck comme voleur arme, ça va être très cancer pour lui de passer vos taunts. Et il aura juste envie de concede quand il verra cette 4/2 qui meurt et qui invoque ça. On enchaîne avec la classe prêtre, avec les cartes qui rotate, qui partent. Desperate Player à 0 de mana va partir, Xyrella à 4 de mana, et enfin l'Elem à 6 qui partent. On a aussi le Power Word Fortitude qui permettait de faire du grand cheating mana, mais malheureusement, l'élémental 2/3 pour 2 va partir du 7 standard. En Stormwind, on a donc la quest qui parle, à 1/3 qui visait que l'archétype prêtre ombre était très fort, prêtre aggro ombre, donc malheureusement c'est une très grosse perte pour le deck. Le silence à 1 de mana part également, qui était une très bonne carte quand on y pense, un silence pour 1 de mana échangeable très fort. Amulette à 3 part également.
Benedictus va revenir dans le set standard, même s'il est censé rotate. Donc vous pourrez le décrafter et il sera gratuit. Et je crois que c'est tout pour la classe voleur, du moins pour les Stormwind. Maintenant, on a Gift qui s'en va, Mode Lomdevor, Blaze, donc on a tout l'archétype qui permettait d'avoir un gros ton, un gros serviteur, un peu Inner Fire de l'époque. C'était un peu le retour de ce genre de prêtre. Donc tout ça, ça part. Nadja qui part également, la 4-4 qui était très forte en deck, Quest aggro, enfin Quest Control. Et enfin, Spirit Guide qui part, Mida qui part également, et le héros Xyrel. Intéressons-nous maintenant aux 10 nouvelles cartes de prêtre. Fan Club, un lieu à 1 de mana, donc on a l'arrivée d'un nouveau lieu en prêtre. Restaure 3 points de vie à tous les serviteurs alliés. Et on va voir que ce lieu va être très fort en termes de synergie. Idol Adoration, une arme à 1 de mana. Votre Hero Power coûte 0. Après que vous l'utilisez, perd 1 durabilité. On va voir la pertinence que ça peut avoir également d'avoir un Hero Power à 0 de mana. Là, 1-2 pour 2 de mana, restaure 3 points de vie, donc cri de guerre à tous les serviteurs, les personnages alliés même. Gagne +1/+5 pour chaque overheal, donc ça veut dire chaque personnage qui a été heal plus que nécessaire, entre guillemets. Donc ça veut dire que, imaginons, vous avez 4 serviteurs, cette 1-2 du coup va vous soigner tous vos serviteurs et votre héros. Si chaque personnage a été soigné plus que nécessaire, vous allez gagner +5/+5, donc ça fera du coup une 6-7 pour 2. Ce qui est ok, hein, on peut vraiment voir le retour d'un Naga Priest, parce qu'on voit que les cartes Naga vont pas partir, je pense notamment au sort à 1, Serpentwig qui ne part pas, Serpentine en français. Donc vraiment très bon potentiel. Power Shard Synchronize. Choisissez un serviteur, ajoute une copie de celui-ci à votre main. Final, leur donne +1/+2, donc à la copie et au serviteur sur le terrain. En termes de value, c'est une carte vraiment pas mal, parce que vous pouvez également choisir un serviteur adverse. Donc on peut avoir vraiment envie de faire de la value grâce à ça. Earth Trobs, T3, 2-5 pour 3, Overheal, invoque un serviteur de coup équivalent au montant Overheal. Je me demande si justement le Overheal peut s'appliquer plusieurs fois. C'est une bonne question. Je pense que ça peut s'appliquer qu'une seule fois. Mais imaginons que vous restaurez 3 PV à tous les personnages alliés. Ce qui veut dire que vous allez, imaginons, tous vos personnages sont à leur PV maximum. Vous faites cette 2-5, vous faites le lieu à 1 que vous pressez. La 2-5 est du coup soignée de 3, donc vous allez invoquer une 3-3. Mais pour chaque personnage, imaginons que votre héros ait donc tous ses points de vie, vous allez invoquer une 6-6, juste avec ces deux éléments. J'ai l'impression que ça peut vite être broken. Je pense pas que ça puisse se faire plusieurs fois, hein, ça serait absurde. Déjà une fois, ça m'a l'air assez broken. Donc l'archétype Overheal, vous voyez tout de suite l'intérêt du lieu, le fait d'avoir un hero power pas cher. Mais malheureusement, je crois pas qu'on peut cumuler à la fois se soigner avec l'hero power et ça, parce que... Non, je pense pas que ça marche. Un spell légendaire à 3 de mana. Votre premier spell, chaque tour, coûte 2 de moins. Last, until you don't play a spell on your turn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se répéter tant que vous respectez le terme final. Attendez, j'essaie de... Faut la lire plusieurs fois vraiment pour la... Ok, non, c'est en fait, tant que vous ne jouez pas un autre spell, un spell sur votre tour, ça va... Ok, peut-être que si on lance un deuxième spell, ça va partir en fait. L'effet de cette carte va partir. En tout cas, la carte a l'air vraiment bonne dans le sens où si tu joues un spell à chaque fois, chaque tour, ça coûte 2 de moins, donc tu peux vraiment faire des choses, à savoir une AOE et ensuite reprendre la tempo par exemple. Donc j'aime beaucoup la carte. Shadow Shard Distort donne un serviteur -5/-5 si il a 0 d'attaque, le détruit. Un T3, sort Shadow, pourquoi pas, c'est flexible pour remove une carte, je pense notamment au serviteur avec bouclier divin, ça va être une carte cool à détruire, ce qui n'est pas forcément simple. Fight Over Me,
Choisis deux ennemis, serviteurs ennemis, ils se fight. Ajoute une copie de n'importe lequel qui est mort. Donc si les deux sont morts, et ben vous ajoutez les deux dans votre main. En termes de value, c'est cool. Ça fait un peu penser à Hystérie, le sort à 4. Sauf que bah, du coup, Hystérie ne va pas impacter ton propre board. C'est-à-dire que les serviteurs adverses vont s'attaquer juste entre eux. Donc si l'adversaire a exactement 2 créas, ça peut être vraiment bien. Earthbreaker et Danis. Cri de guerre inflige 4 points de dégâts à ce serviteur. Overheal inflige 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Un random ennemi. Ouais, ça peut être le héros adverse. Du coup, vous voyez que c'est une 4-8 qui devient une 4-4, mais on a énormément de moyens de la soigner et même de l'overheal. Ce qui veut dire que vous pouvez vraiment avoir un gros ton. Ce serviteur est vraiment très bon, en plus de son passif overheal. Harmonic Pop inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Invoque une 6-6 Pop Star. Et ça va se swap chaque tour, ce qui veut dire que le tour suivant, vous pouvez infliger 6 à tout le monde et invoquer une 3-3. Donc vous êtes assuré à peu près de clear tous les bords. On enchaîne avec la classe voleur, avec pas mal de cartes qui partent. Les poisons à 1 de mana, le poison à 1 qui vous permettent de piocher. Autant de cartes qui caractérisaient voleur arme. Wicked Stab qui était une bonne carte de burst qui part également. L'Octobot qui était totalement broken quand il coûtait 2 de mana, qui permettait de faire des gros tours de voleur Garrots avec Seal Contact. Shroud part également, donc c'est vraiment des très bonnes cartes qui partent. L'arme à 3 part également. Et Chak à 4 qui nous permettait de faire quelques bons tours de combo. On a le départ de Cutlass qui était vraiment une carte flexible en plus de pouvoir gérer un serviteur contre aggro, un trog, etc. Ça vous permettait d'échanger cette carte et donc de réduire le coût d'un sort en main. C'était vraiment bien, notamment pour réduire le coût des Garrots. Garrots s'en va également. Extorsion part également. Maestra qui dans tous les cas était nerf. C'est pas grave qu'elle parte, on est très content. Enfin, du moins, elle était plus vraiment jouable. La quête qui s'en va également. Le requin qui était joué en prêt de combo s'en va. Edwin s'en va également. Et tout l'archétype Ral d'Agonie s'en va avec Sketchy et l'arme à 4. Et tous les SC7 s'en vont également. On a le Forsaken Lieutenant qui a donc été DNR récemment pour les quelques derniers jours de l'extension actuelle. Il s'en va, Reconnaissance également s'en va, c'était vraiment une très bonne carte dans Voleur Jackpot. Tooth of Nephine s'en va, donc on a quand même le Jackpot qui va rester. Le Trickster va également rester. Le Gnoll il s'en va, mais on s'en fiche. J'aurais dû d'ailleurs le désenchanter parce que la carte allait s'en aller et en plus de ça elle allait juste plus être jouable. Scabs, le héros, s'en va également, comme tous les héros. Snowhole Graveyard, le Smokescreen, donc on aura plus Smokescreen avec le Trickster pour piocher beaucoup. Et Contrebande s'en va également. On va maintenant s'intéresser aux cartes voleurs, les nouvelles 10 cartes. Brick Dance, 1 mana, un sort Shadow, retourne un serviteur allié dans votre main, invoque un Dancer avec ses stats et Rush. Je me demande si ça, du coup, ça invoque les stats originelles ou les stats, même si le serviteur a perdu des PV. Ce sera un truc à vérifier. En tous les cas, le fait de pouvoir renvoyer une carte qui a cri de guerre, qui pourrait avoir un très bon cri de guerre qui vous avantage, c'est très bien. En plus de ça, vous lui donnez Rush. Ça équivaut à récupérer son cri de guerre et lui donner Rush, en fait. Donc, vraiment, très bonne carte. En plus de ça, vous pouvez faire Rush, un Ral d'Agonie, par exemple. J'aime beaucoup la carte. Je pense qu'elle sera vraiment jouée. Mixtape. 1 mana. Découvre la copie d'un spell de votre deck. Du deck de votre adversaire. Attends. Copie d'une carte que votre adversaire a joué pendant cette partie. On va y arriver. En termes de value, pourquoi pas, mais c'est pas le genre de carte qu'on veut inclure dans notre deck. Disc Jockey, une 4-1 pour 2. Combo. Ajoute une carte combo dans votre main. C'est un mecha, il faut le noter, c'est-à-dire qu'on aura toute la synergie des magnétismes. C'est une carte en termes de value qui peut être ok, pareil, je vois. C'est pas sûr qu'on a envie de la jouer. C'est sûr si on joue contre un adversaire qui ne peut pas gérer une 4-1, grâce au ping par exemple, bah, ça devient tout de suite intéressant puisque c'est de la value. Mais bon. On a une carte à 2 de mana, inflige 1 point de dégâts, donne à votre arme plus 3 d'attaque, et ça va se swapper chaque tour. Donc vous pouvez avoir donc inflige 3 points de dégâts et donne à votre arme plus 1 d'attaque.
Et quelle arme on a actuellement? On a, je crois, peut-être une arme encore 2-5 pour 4 de voleurs qui pourrait juste être jouée parce qu'on a l'ajout de cette carte. Et on a également ce sort à 3 qui va donner plus 2 d'attaque à notre arme en final, en plus de piocher 2 cartes. Donc on peut vraiment voir un archétype voleur arme grâce aux armes actuelles, enfin l'arme standard actuelle dans le corset. Donc pourquoi pas. 4-3 pour 3, un mecha, combo, inflige 4 points de dégâts, randomly split à travers tous les ennemis. C'est une carte qui est vraiment ok. Tu la pièces sur le tour 2, tu peux vraiment venir à bout d'un board d'un deck aggro. Très, très ok. Bones Arounds, un sort légendaire à 3 de mana. Retourne tous vos serviteurs alliés dans votre main. Il coûte 1 ce tour-ci. Pareil, vous pouvez vraiment abuser des cris de guerre. Vraiment de choses absurdes. Et ça fait un peu penser à Disparition, mais un peu en mieux. Rim, Spiner, Rush, combo, gagne +1/+1 pour chaque autre carte combo que vous avez joué cette partie. Donc l'intérêt d'avoir cette 4-1, on la voit tout de suite grâce à cette 1-3 qui a Rush. Mac, Blingthrone, cri de guerre. Les deux joueurs équipent une 1-2 microphone. Votre adversaire augmente les dégâts qu'il prend par 1. Ça veut dire que, bon, si vous infligez 4, vous n'allez pas infliger 8, hein, ça double pas les dégâts. Ça va juste infliger 5, mais si vous avez vraiment beaucoup de serviteurs sur le board, ça devient tout de suite une carte, ok. C'est pas vraiment la plus broken, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de serviteurs pour que ce soit rentable. Par contre, on note une petite synergie. On note une synergie grâce au Beatboxer qui va du coup infliger 8. Si, imaginons, votre adversaire n'a pas de serviteurs sur lesquels les spits ont. Intéressons maintenant aux cartes qui partent de Shaman. On a pas mal de package Murloc qui part, la 1-2 pour 1, la 3-2 pour 2, le Flurgle qui part. On a la Primal Dungeoner qui était une bonne carte jouée dans le Shaman quand il était vraiment à son prime. Nothing Can Stop Us, pareil, une carte pour buffer l'archétype Murloc qui part. Et on a pas mal d'élémentaires qui partent également. La Quest de Shaman part, ainsi que Polner, Mako qui permettait de faire des choses assez absurdes. Cookie de Cook, qui est un autre Murloc qui part. Le Canal Slogger qui était très bon en Shaman Quest. Le Granite qui était très bonne carte également en Shaman Elemental. Tiny Tones qui nous permettait de faire des bons boards d'Evolve qui part également. On a ensuite le One Shield qui s'en va, ainsi que le Slit Breaker qui vous permettait d'avoir un One Shield en main justement. Et c'était vraiment une combo très bonne, enfin c'était une carte très bonne, pourquoi? Parce qu'elle nous permettait de cycler avec le deck, et justement c'était le problème qu'on avait avec Shaman, c'est qu'on manquait de pioche. Et c'est ce qui a rendu Shaman un peu meilleur, c'est le fait d'avoir de la pioche. Frostbite qui était une carte assez chiante pour l'adversaire qui s'en va. La Caverne qui était une des meilleures cartes en termes de tempo qui s'en va également. Et le héros Brucan 120, c'est que Snowfall Guardian, qui était très fort au début, qui a été nerf. Maintenant la classe Shaman, les nouvelles cartes plutôt. Melomania, à chaque fois que vous jouez un spell ce tour, ajoute une carte Shaman, un spell aléatoire à votre main. Donc ça coûte 0 de mana. A voir si vraiment on joue un archétype aggro, donc Shaman aggro. Cette carte peut vite être viable dans le sens où voilà, on peut manquer de value dans les decks aggro. Et pourquoi pas ajouter ce genre de carte pour faire des tours de value assez incroyables. On a le saxophone soloiste à 1 de mana, cri de guerre. Si vous contrôlez pas d'autres serviteurs, ajoute un saxophone soloiste à votre main. Donc ça ajoute une autre 1-2 Murloc à votre main. C'est une carte que vous allez jouer sur tour 1 très souvent. Et du coup ça vous permet de spammer un petit peu le board avec Melomania. Voilà, ça fait une carte de plus potentiellement. Le Flow Reader à 2 de mana. Cri de guerre, si vous êtes surchargé, découvre un spell de votre deck. En termes de value, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de carte. Surtout qu'on va voir que le fait d'être surchargé, on va avoir pas mal de synergie avec. 3 de mana. Restore 8 PV. Final. Invoque un 3-3 LM avec Taunt. Donc le fait de pouvoir restaurer 8 PV, en plus de ça, invoquer une 3-3 pour 3 de mana. Ça rend la carte vraiment très forte. Hein. Genre, avoir beaucoup de heal, c'est très bien, en plus d'avoir la tempo. Jazz Bass, Râle d'Agonie, votre prochain spell coûte 1 de moins.
Overload, tant que cette carte est équipée pour améliorer. Donc, il suffit de jouer plein de cartes avec Overload pour vraiment réduire le coût d'un spell de beaucoup. On pourrait voir par exemple le coût de spell qui coûte cher, parce qu'on a pas mal de cartes qui coûtent cher. On pourrait voir l'arrivée du coup d'un paladin big grâce à cette carte. Donc ça peut être vraiment intéressant. T4, brasse élémentale. Rush, Divine Shield, Taunt, One Fury, donc une 3-3 pour 4. Ça permet de bien reprendre le board, justement si on joue un archétype un peu de big, justement on va avoir besoin de gérer le board, et cette carte nous aide vraiment bien à gérer le board en early. Alterate Short, un sort à 5 de mana. Lifesteal, inflige 5 points de dégâts à un serviteur, coûte 3 de moins si vous êtes Overload, donc vous pouvez avoir ce sort qui coûte 2 de mana, et vous soigne de beaucoup. Donc au moins Shaman ne va pas manquer de heal, ça c'est sûr. Et le fait qu'on ait beaucoup de moyens de se soigner, ça rend l'archétype big un peu plus intéressant, parce qu'on va survivre jusqu'à atteindre nos serviteurs qui coûtent cher. Inza, un T5, légendaire. Pour le reste de la partie, vos cartes avec Overload coûtent 1 de moins. Là, ça rend encore plus l'archétype intéressant, si on l'a. Jive, Insect, T5. Transforme un serviteur en Ragnaros de Firelord Overload 2. Ragnaros, c'est tout simplement une très bonne carte. Et en plus de ça, vous avez en Shaman la possibilité d'avoir l'arme à 2 qui invoque un totem quand vous attaquez, elle a 3 de stack. Donc ça va être une très bonne synergie avec ce sort à 5. Pack de House, 7 de mana, invoque un random T6, T5, T4 et T3. Overload de 2. Ça va très bien aller avec l'archétype Evolve, vu qu'on a beaucoup de cartes Evolve. Quasiment toutes les cartes Evolve vont rester en standard. Donc, une bonne carte pour Evolve. On enchaîne avec la classe Démoniste. On a l'Altar de Feu qui s'en va définitivement, qui était une carte très cancer pour les decks combo. Le Blast à 2 était joué un petit moment. Le Grimoire of Sacrifice qui permettait vraiment d'être chiant pour aggro. Qui s'en va. La Times in Rome qui s'en va également. Et Soulren qui était une AOE pas mal jouée. Et on avait la synergie des cartes qui coûtent 10. Enfin, si vous avez plus que 10 cartes dans le deck, vous aviez cette 6-6 pour 1 mana. C'était très fort en Demo Quest à l'époque. Et on se rappelle également du Demo D6 qui était vraiment un des decks les plus forts jamais créés. Avec cette carte qui a été nerfée. On a la Quest qui s'en va, le toucher qui était très bon également pour nous soigner. Le Weak Shipment qui permettait de faire des beaucoup de imp, et surtout en démo mine, c'était très fort. Démonic Assault qui était joué un moment. J'avais joué notamment un Master Tour, c'était une très bonne carte. Et la Road, l'arme à 5 qui s'en va, qui coûtait initialement 3, on le rappelle, qui a été nerfée à 4 puis 5. Untitled Customer qui s'en va, et également. On a Tamsin Phylactery qui s'en va, qui permettait donc de faire des OTK en démomine. Dreadlish Tamsin qui s'en va également, qui était très bonne carte, vraiment en termes de power level insane. Donc c'est des grosses pertes pour démo. Mais on va regarder quelles cartes reviennent. Void Virtuoso, nouvelle carte à 1 de mana. Pendant votre tour, votre héros est insensible. On peut avoir de bonnes synergies grâce à cette carte, notamment grâce aux cartes qui vont vous faire prendre de la fatigue pendant votre tour. Vous allez voir. Notamment avec ce T2. Cri de guerre, prendre la fatigue, damage, gagne l'équivalent en attaque et PV, c'est-à-dire que ça va être une 3-3 pour 2 de mana au minimum, grand minimum. Et si vous avez subi plus de fatigue, bah du coup vous allez monter à une 4-4, 5-5 de stats pour 2 de mana. Et en plus de ça, c'est un imp. Donc on va voir toute la synergie imp, notamment avec le sort à 2 qui pioche, le lieu à 2 qui buff une carte pour chaque imp que vous avez, +1/+1 supplémentaire. Le Felstring Harp, 2 de mana, une arme de 0 d'attaque et 3 de durabilité. Quand votre héros prend des dégâts pendant votre tour, restaure 2 PV à la place, perd 1 de durabilité. Et en plus de ça, ça va continuer d'augmenter la fatigue que vous prenez. Je sais pas par contre si vous allez avoir, du coup, si vous êtes censé prendre 3 de fatigue, vous allez avoir la 2-2 qui invoque, du coup, enfin, qui va avoir 5-5 de stats, ou si au contraire ça compte comme si vous n'aviez pas pris de dégâts. Si ça compte comme si vous avez pris quand même des dégâts, ça serait vraiment cool, parce que du coup, vous avez toute la synergie de si vous prenez la fatigue. Crescendo. Prendre la fatigue inflige l'équivalent des dégâts que vous avez pris à tous les ennemis.
Donc pas seulement les serviteurs, à la fois le héros, donc ça va être du burst en fait. Donc j'aime beaucoup la carte. Demonic Dynamics. Découvre 2 démons. Final leur donne +1/+2. C'est un sort faible. C'est très ok d'avoir des démons auxquels vous les buffez. Vous pouvez avoir l'imp à 2 de mana, enfin, le void à 1 de mana. C'est des démons très ok à avoir en soi. Donc si vous arrivez à les avoir, c'est franchement très ok parce que vous allez augmenter le nombre de fatigues que vous prenez et donc les synergies fatigue. Crazed Conductor. T5 pardon, prendre la fatigue, invoque le même montant de 3/3 imp. Donc vous pouvez vraiment remplir le board grâce à cette 4/5 pour 5. Et juste le body d'elle-même est très ok. En plus de ça, vous allez très souvent invoquer plusieurs 3/3. Donc j'ai l'impression que Demozo va être absurde grâce à cette carte. Opéra Soloiste. Cri de guerre. Si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs ennemis. C'est une 4/6 pour 5. Le fait d'avoir une AOE en plus de ça qui met du board, c'est vraiment cool. Hein. Donc j'aime beaucoup la carte. Après, est-ce que ça sera vraiment l'archétype dominant, un peu un archétype contrôle? Pas si sûr. Rain, Orchestrator of Doom. Taunt, Râle d'Agonie, les 2 joueurs piochent 2 cartes, discard 2 cartes et détruit les 2 cartes du dessus des decks. Donc ça va vraiment anéantir des decks combos, si encore il y en aurait. Mais globalement, la mécanique de discard de cartes va plus vous avantager vous que l'adversaire, en théorie, parce que vous avez des synergies. Dirge of Despair. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur, enfin, à un personnage plutôt. Si ça le tue, invoque un démon de votre deck. Pareil, il y a pas mal de... Est-ce qu'il y a beaucoup de gros démons? On a des démons, je crois, peut-être à 8 de mana. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit un démon. La 8/8 Moarg. Mais à voir. Si vraiment on a beaucoup de démons qui coûtent cher, qui vont être intéressants à invoquer ou pas. Symphony of Sins. Découvre et joue une carte mouvement. Mais les 6 autres mouvements dans votre deck. Donc pour ce qui est des mouvements, je vais vous les montrer tout de suite. Donc voici à quoi ressemblent les cartes que vous pouvez découvrir, les mouvements. Elles sont vraiment pas horribles. Remove les top 6 cartes du deck de votre adversaire. Pioche la carte, le serviteur coût le plus haut réduit son coût de 6. Donc on voit que les mouvements coûtent seulement 3 de mana. Movement of Wraith. Inflige 6 points de dégâts à tous les caractères, tous les personnages. Ça fait donc beaucoup de burst. Movement of Desire. Lifesteal inflige 6 points de dégâts au héros adverse. Donc le lifesteal c'est quand même cool, hein, on a besoin de se soigner vu les dégâts qu'on prend. Movement of Gluttony. Donne à un serviteur aléatoire dans votre deck, main et sur le terrain, +6/+6. Donc les cartes sont vraiment strong, hein. Vraiment le sort légendaire n'est pas horrible du tout. Movement of Greed, pioche 6 cartes, c'est juste énorme, 3 de mana, pioche 6. Invoque une 6 démons avec Taunt et Reborn, 3 de mana encore une fois, et voilà à quoi ressemble le démon. Donc voilà pour la classe démoniste. Maintenant les cartes guerriers, on va voir si on a de nouvelles cartes intéressantes, vu que la classe était un peu moins jouée récemment, voire très peu. On a le départ de Rokara, Conditioning, si vous vous souvenez, il y avait un archétype, prise de board qui était vraiment ok. Donc cette carte s'en va. On a l'arme à 4 qui était pas mal jouée ici en archétype, contrôle et aussi en archétype charge, donc ça s'en va. On a Crash qui s'en va, ainsi que le Pirate à 4 à 5 de mana. La Rancor qui s'en va également, c'était une carte assez insane contre aggro. Je pense notamment contre DH aggro quand c'était vraiment top méta. Et on a d'autres cartes qui s'en vont, l'archétype pirate, l'archétype quest. Si vous aimiez pirate quest, bah, malheureusement tout part. Beaucoup de pirates s'en vont, le canonnière. Lothar n'a jamais vraiment été joué, l'arme à 4 a été parfois jouée en guerrier arme et la 3-4. Tout de front s'en va. Pareil, ça nous permettait de faire des gros OTK. Le sort à 2 qui nous donne 10 d'armure pour ce tour-ci. Et en perdait 5 s'en va avec Shield Shatter, c'était vraiment une synergie assez incroyable. Tout
ça s'en va. Captain Galvangar aussi, et Rokara s'en va également. Maintenant, les nouvelles cartes qu'on va avoir pour guerrier. Après que vous gagnez de l'armure, on gagne 2 de plus. Vous pouvez vite monter à beaucoup d'armure, j'imagine, avec guerrier, avec la 1-4 qui vous fait gagner de l'armure à chaque fois qu'un serviteur prend des dégâts, un serviteur allié, un 4 pour 2. Roaring Applause pioche une carte, répète pour chaque serviteur, pour chaque type de serviteur que vous contrôlez, on va avoir vraiment l'arrivée d'un guerrier avec pas mal de types différents, enfin du moins pas que guerrier, hein. Il y a beaucoup de cartes neutres, je vous invite à voir la vidéo précédente où j'analyse quelles cartes neutres vont arriver, et le fait d'avoir vraiment plein de types différents, ça va être quelque chose qui va bénéficier à guerrier. Verse Riff donne à votre héros plus 2 d'attaque ce tour, gagne 2 d'armure, finale, joue votre dernier riff. Je sais pas ce que fait la dernière riff. J'arrive pas à voir la synergie de qu'est-ce que ça fait. La dernière riff, peut-être que ça répète juste cette carte en fait, je pourrais pas vous dire. 3 de mana, Chorus Riff, pioche un serviteur, lui donne plus 2. Final, joue votre last riff. Je sais pas pourquoi... Ah, peut-être que ça répète la dernière carte avec riff, enfin riff que vous avez joué. C'est vraiment pas simple à comprendre. Si vous avez vu le review, n'hésitez pas à me dire, à me rectifier en gros ce que ça fait exactement. Power Slider, Rush, cri de guerre, gagne +1/+1 pour chaque type de serviteur vous avez joué pendant cette partie. Donc très souvent vous allez jouer quoi, 4 types, 5 types différents. En jouant l'amalgame va se compter automatiquement pour un type supplémentaire, donc vous pouvez vraiment monter à un gros serviteur avec Rush. Donc ça va renforcer encore une fois l'archétype polyvalent de jouer plein de types de serviteurs. Arme à 4 de mana, le Kodoid Drum Kit, râle d'agonie, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs, 3-2 en stats, gagne de l'armure tant que cette arme est équipée pour améliorer. Donc on a beaucoup de moyens de gagner de l'armure, ça veut dire qu'on peut avoir une arme avec râle d'agonie qui fait juste une grosse AOE. Rockmaster Voon, 4-3 pour 4, une légendaire, cri de guerre, copie un serviteur de chaque type dans votre main. Ça c'est une très bonne carte de value. Là typiquement si on a envie de value avec cette carte, on va pouvoir faire beaucoup de value qui va nous permettre ensuite de faire beaucoup de tempo. Black Rock and Roll, 5 de mana, un sort de feu, légendaire. Donne à vos serviteurs dans votre deck l'attaque et PV équivalent à leur coût. Je saurais pas dire, j'ai l'impression que c'est vachement lent, mais est-ce qu'on peut avoir des OTK grâce à ça? On va avoir le départ de Mr. Smite, je crois, donc en termes de charge, serviteur avec charge, ça va être compliqué. Mais on va quand même avoir la 1-4, ça va pas du coup la buffer de beaucoup, la 1-4 qui peut charger pour 2 de mana. Drum Soloist, Taunt, cri de guerre, si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, gagne +2 et rush. 7-7, rush pour 5 de mana. C'est même pas sûr qu'on aura envie de la jouer, souvent parce que voilà, le genre de carte à 5 de mana chez guerrier, bah, c'est le tour de baston, ou si on joue un deck aggro, on va jouer plutôt des cartes moins chères. Et par contre, c'est un dragon. C'est le seul argument qui pourrait dire, ok, on veut jouer cette carte. Pour avoir un dragon dans notre pool de types de serviteurs différents. Bridge Reef invoque une 3-4 rocker avec Taunt et une 4-3 avec Rush. Final, joue votre dernière riff. Encore une fois, je ne sais pas si ça joue la dernière carte riff qu'on a joué ou pas. Pour la classe Demon Hunter, j'avais déjà fait le tour de tout ce qui rotate. Je vous invite encore une fois à voir la dernière vidéo que j'ai fait. Au final, il n'y a pas de nouvelles cartes dans la classe DH. Je pensais qu'il y en avait. Mais maintenant, on va s'adresser à DK. DK, les nouvelles cartes qu'on a. Et on a Death Growl, qui est une carte de classe, enfin de type verte. Donc, je choisis un serviteur, mais son râle d'agonie au serviteur adjacent. Donc, est-ce qu'on va avoir beaucoup de serviteurs avec râle d'agonie? Il y en a pas mal qui partent, mais à voir, peut-être pour plus tard. Non, c'est vrai que je pensais que c'était DH, mais en fait, c'est DK. DK, à voir. Encore une fois, le DK juste vert,
enfin, si vous jouez que vert, bah, c'est limité, hein, ça va être que aggro. Par contre, jouer un DK qui joue les 3 éléments, c'est-à-dire vert, bleu et rouge, là, ça devient tout de suite plus pertinent parce qu'on va voir le sort légendaire qu'on a à 10 de mana. On a le lieu à 3 de mana. Le lieu, qu'est-ce qu'il fait? Dépense 3 corps pour donner un serviteur Reborn. Il n'est pas d'un type particulier. Est-ce que c'est pertinent d'avoir Reborn? Ça serait pertinent avec un serviteur avec Râle d'Agonie, je pense notamment. Mais sinon, le lieu me paraît pas si fort que ça. Le seul intérêt, c'est quoi? C'est du coup d'avoir beaucoup de serviteurs qui meurent pour justement avoir encore plus de cadavres. Arcane Reaper. Arcane Reaper, Râle d'Agonie invoque une 1-1 Lifesteal Undead. Échange vos PV pendant votre tour tant que cette arme est équipée pour améliorer. Donc si vous soignez de 5 ou si vos PV changent de 5 ou 10, est-ce qu'on va avoir une 11 de stats? Ça, j'ai aucune idée. Si c'est le cas, c'est totalement broken. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas ouf. Death Metal Knights. Un 3-4 pour 3, donc Blood coûte des PV au lieu du mana si votre héros s'est soigné pendant ce tour. 3-4 pour 0, mais encore une fois, l'archétype Blood, c'est pas un archétype aggro, donc c'est pas le genre de carte qui va vraiment être clutch. Hardcore Cultist. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts final à tous les ennemis. C'est 3 de mana quand même, ça coûte cher, mais si la méta est aggro, c'est typiquement une 2-1 qui est très ok, parce que si on joue un DK qui joue une carte de chaque type, donc que des 1 étoile, eh bien ça nous va jouer cette carte. Harmonic Metal donne 4 serviteurs dans votre main, +2/+2, swap chaque tour. Donc après ça doit saper sur donne à 2 serviteurs dans votre main, +4/+4. C'est une carte Blood encore une fois, mais pareil, ça va être pertinent si on joue une étoile de chaque type. Bone Shredder. Cri de guerre dépense 5 cadavres pour déclencher un râle d'agonie et gagner son râle d'agonie d'un serviteur allié aléatoire. Donc on peut pas choisir, donc qui est mort pendant cette partie. C'est pour ça qu'on peut pas choisir. J'ai pas d'idée de gros serviteurs avec râle d'agonie mort, mais en tout cas, il y a du bon potentiel. Banshee, Screaming Banshee, T5, 3-6, Lifesteal. Après que votre héros gagne des PV, invoque une soul avec l'équivalent d'attaque et PV. Donc si vous soignez par exemple de... Ah, en fait c'est continu, c'est ce qui rend la carte vraiment forte. Donc, imaginons que vous faites cette carte et ensuite vous attaquez, vous allez invoquer une 3-3 par exemple. Si vous soignez de 10, vous allez invoquer une 10-10. Je pense notamment au sort à 2 qui vous donne 5 PV et qui répète en dépensant 3 cadavres. J'ai l'impression qu'on peut vraiment avoir des stats assez absurdes si ça marche comme ça en tout cas. Cage Head, une légendaire pour 8 de mana. Râle d'agonie invoque une 9-9 Blightbore avec charge et taunts. Et là, on voit que du coup, le côté charge va être pertinent grâce à la 5-4 qui va à la fois déclencher le râle d'agonie et en plus de ça, gagner son râle d'agonie. Donc vous allez avoir une 9-9 charge. Et on voit vraiment que l'archétype aggro va avoir une réelle win condition. Si vous perdez le board, bah, vous savez, des dégâts à distance. Et enfin, Climatique Necrotic Explosion. Lifesteal inflige 5 points de dégâts, invoque 2-1-1 Soul. Ça s'améliore pour chaque cadavre que vous dépensez. À la fin, ça peut vraiment monter à 32 dégâts, 42 dégâts. Et justement, si vous jouez si vous jouez chaque type, parce qu'il faut avoir que des 1 étoile. Donc une étoile vert, une étoile bleue, une étoile rouge pour que vous puissiez jouer cette carte. C'est la fin de cette analyse. On a vraiment analysé toutes les nouvelles cartes et toutes les cartes qui rotate. Voilà, cette vidéo arrive juste avant la nouvelle extension. Même si l'extension est déjà arrivée et que vous voyez cette vidéo, bah, ça vous sert un peu pour être au point sur ce qui arrive, ce qui part. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.